Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast de l'IWEPS, l'Institut Wallon de l'évaluation de la prospective et de la statistique. À la présentation, Aurélie Hendrix et à la technique, Laurent Verly. Alors aujourd'hui, on démarre avec une question qui peut faire sourire ou faire réagir. L'IA va-t-elle générer des jobs à la con ? Alors, c'est le titre volontairement provocateur d'une récente nouvelle des possibles publiée par l'IWEPS. Derrière cette formule un peu choc, l'idée n'est pas de trancher, mais bien d'ouvrir le débat. Quel type d'emploi l'intelligence artificielle pourrait-elle transformer, créer ou peut-être fragiliser ? Et surtout, quel futur du travail peut-on imaginer à partir des transformations actuellement à l'œuvre ? Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Raphaël Ritondo, chercheur à l'IWEPS et auteur de cette note. Bonjour Raphaël. Bonjour Aurélie. Alors ce titre, il interpelle. Qu'est-ce qui vous a amené à poser cette question et à la formuler de manière aussi directe ? Alors c'est vrai que la manière de le formuler est un peu directe ou provocatrice. En fait, elle s'ancre dans le travail d'un anthropologue américain qui s'appelle David Graeber et qui a travaillé il y a une dizaine d'années maintenant sur le concept de bullshit job, qu'on pourrait traduire en français par job à la con. Et donc l'intuition qui était à la base du travail de David Graeber était de dire que finalement, depuis une centaine d'années et depuis la mécanisation importante de nos économies, on a fait des gains de productivité qui sont absolument phénoménaux et que ces gains de productivité auraient dû nous permettre de pouvoir vivre relativement confortablement en travaillant beaucoup moins finalement si on avait maintenu des standards relativement proches des niveaux de vie d'il y a une centaine d'années. Or, on constate tous que ce n'est pas ce qui s'est produit. Et Graeber n'est pas le premier, finalement, à faire ce constat-là et à essayer de le traiter. Mais ce qui était assez intéressant et vraiment stimulant dans la manière dont il a abordé la question, c'est qu'il y apporte une réponse à lui, qui est que finalement, la manière dont on a géré ces gains de productivité issus de la mécanisation, c'est l'émergence de tout un tas de fonctions qui viennent diluer les gains de productivité de la mécanisation en rajoutant des couches d'emploi, de travail qui sont rémunérées mais qui seraient en fait relativement inutiles du point de vue de leur contribution au bien-être collectif. Et il visait par là notamment une grande partie des emplois qu'on a appelés liés à la tertiarisation. Donc s'il y a eu un envol du tertiaire finalement depuis les années 60-70, c'est pas parce qu'il y a beaucoup plus de coiffeurs, c'est parce qu'il y a des tas de fonctions de RH, de marketing, dans la finance, etc. qui sont venus prendre la place. Et c'est notamment ces fonctions-là qu'il qualifie, ou en tout cas c'est dans ces fonctions-là que selon lui se niche toute une série de fonctions qui sont en fait pas très utile du point de vue du bien-être collectif. Alors il y avait deux dimensions au travail de Graeber. Il y avait le fait que ces jobs existent et arrivent en plus grand nombre, et il y avait le fait que finalement les personnes qui les occupent aient conscience finalement de ne pas apporter grand-chose à la société, au bien-être collectif, donc ils perçoivent eux-mêmes subjectivement leur travail comme étant un travail qui finalement ne sert pas à grand-chose. Si demain ils arrêtaient de travailler, le monde ne s'en porterait pas nécessairement plus mal, il le disait comme ça. C'est une thèse qui est très contestée et dans laquelle je ne rentre pas et que je n'utilise pas en tant que telle dans la note. Par contre, ce que je trouvais hyper intéressant comme intuition, c'est l'idée que finalement des gains de productivité énormes, cette fois-là permis par la mécanisation, mais qu'on peut transposer maintenant aux gains de productivité promis par l'arrivée de l'IA générative et des grands modèles de langage, puissent être dilués par l'apparition de fonctions qui donnent droit à un salaire, mais en fait contribuent peut-être relativement peu, ou en tout cas d'une manière difficile à objectiver au bien-être collectif. Et donc c'est cette hypothèse-là que j'explore dans cette note. Donc votre intuition de base sur cette note des possibles, c'est l'intelligence artificielle va nous faire gagner en productivité, la machine ou les machines vont faire toute une série de choses à notre place, et donc on va ajouter une couche de job à la con au job à la con qui existe déjà. Oui, tout à fait, Aurélie, c'est une façon de le voir. En tous les cas, l'idée, c'est que les gains de productivité à la tâche, c'est-à-dire on voit déjà aujourd'hui que quand on doit mettre en forme un document, répondre à un mail, etc., l'IA générative permet assez facilement d'améliorer finalement la qualité de ce qu'on produit, de le faire beaucoup plus vite. La question, c'est à quoi on va occuper le temps qui est libéré. Et est-ce qu'on va l'occuper à faire des choses qui, en fait, du point de vue du bien-être collectif, contribuent concrètement à en faire plus ? Ou est-ce qu'en fait, on va diluer notre temps de travail dans des jobs
dont la fonction, par exemple, principale serait d'être en réunion toute la journée pour orienter et piloter pas mal de choses, ou est-ce qu'on va expérimenter toute la journée avec des usages de l'IA qui sont plus ou moins utiles. Voilà, c'est un peu cette hypothèse-là que j'ai voulu explorer. C'est vraiment la transposition de ce que Graeber avait observé pour la vague précédente de Oui, et donc cette hypothèse de base, vous l'explorez dans une nouvelle des possibles. Alors, les nouvelles des possibles, c'est un format un peu particulier de publication à l'IWEPS. Est-ce que vous pouvez juste nous en toucher un mot et repréciser peut-être quel est l'objectif de ce type de publication ? Oui, tout à fait. Donc, les nouvelles des possibles, c'est une collection qui appartient à la gamme de nos analyses prospectives. Donc, c'est un format qui est quand même assez différent de ce qu'on peut faire d'habitude à l'IWEPS. Souvent, on aime bien essayer de quantifier des phénomènes. En prospective, c'est pas tout à fait le cas, mais on cherche quand même malgré tout, je vais dire, à instruire un dossier jusqu'au bout et à essayer d'en déduire des futurs plausibles vraiment très ancrés et très charpentés. Un exemple récent, et un podcast a été réalisé autour de cela, c'était le travail de mon collègue Frédéric Versqueren, qui avait travaillé finalement sur les emplois qui étaient dont le contenu en termes de tâches était fortement exposé à une substitution par l'IA. Donc il avait quantifié cela et confronté ça à pas mal de mécanismes et de dynamiques pour en déduire des enjeux à moyen long terme. Donc c'est une publication prospective dont je fais la pub ici. C'était un cahier de prospective qui est paru, je pense, au mois d'avril. Tout à fait. Et en fait, l'objectif du document qui est le mien ici, donc de la nouvelle des possibles, est assez différent et en fait beaucoup plus modeste. L'idée n'est pas de faire l'inventaire complet du sujet de la question dont je traite ici, mais vraiment de pousser à bout une hypothèse et de voir si cette hypothèse de dilution des gains de productivité permis par l'IA peut être infirmée ou confirmée par certains éléments de l'environnement, et puis de réfléchir à qu'est-ce que ça nous aide à décrypter de ce qui est en train d'arriver en termes de transformation du travail. Et alors justement, donc comment vous avez travaillé concrètement pour cette note ? Alors, j'ai commencé par de la veille. J'ai oublié de le dire, mais les nouvelles des possibles sont souvent connectées à un travail de veille. Et alors, je pense que comme beaucoup de personnes, je suis assez sensible finalement au marketing de la peur. C'est un terme qu'on entend souvent actuellement. Marketing de la peur qui est promu par les géants de l'intelligence artificielle générative, que ce soit OpenAI, la société qui édite ChatGPT, ou Anthropic qui édite Claude, sont habitués aux déclarations fracassantes pour nous expliquer qu'en fait, en tant que col blanc, on n'en a plus que pour 6 mois à travailler. Et j'avoue être assez sensible, moi, à ce genre de marketing-là, en tout cas ce genre de communication-là. Et donc très vite, j'ai commencé en fait à accumuler beaucoup de matériaux, à moitié pour me rassurer, à moitié pour comprendre vraiment quels sont les enjeux. Et donc matériaux, c'était de la presse, c'était des travaux académiques, c'était des paroles d'experts, etc. Et il y a quelques mois, je suis retombé sur le premier travail de Graeber publié en 2013. Et là, j'ai senti que cette intuition, cette hypothèse-là pouvait m'aider à structurer finalement ce qui était en germe dans les différents signaux qu'on en avait actuellement. Et puisque votre question portait sur ma manière de travailler, j'ai aussi beaucoup utilisé, beaucoup plus que pour mes projets précédents, l'intelligence artificielle générative. Dans le cadre de ce projet-ci, j'ai parlé d'Anthropic précédemment. Anthropic édite une solution qui s'appelle Claude, qui est l'équivalent de ChatGPT. Et donc je l'ai utilisé énormément, que ce soit pour faire du brainstorming, de l'idéation, pour tester justement mes hypothèses, mes analyses, mais aussi parfois pour trouver de l'information que j'ai dû vérifier beaucoup, et on en reparlera peut-être par la suite, et également pour la rédaction en fait. Donc j'ai vraiment pu éprouver quelque part un certain nombre des mécanismes qui figure par ailleurs dans ma note. Une belle mise en abîme. Exactement. Alors, dans la première partie de votre note, vous identifiez un certain nombre de mécanismes qui favorisent l'apparition des jobs à la con. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu ? Oui, bien sûr. Alors, je mets essentiellement 3 mécanismes qui sont de nature, selon moi, à favoriser la dilution des gains de productivité permis par l'IA. Donc l'IA, au niveau des tâches, comme je le disais, il y a des grandes chances que ça nous permette de faire certaines choses plus vite. Mais il y a pour moi des signes qui montrent que malgré tout, au global, si on voit à l'échelle de l'organisation ou de la société, ces gains de productivité pourraient être, entre guillemets, mangés par un certain nombre de transformations du travail. La première, c'est ce que j'appelle l'arrivée des besoins de supervision, que ce soit organisationnel ou opérationnel. La donnée de base, c'est qu'aujourd'hui encore, les IA, même les plus performantes, hallucinent.
Donc, qu'est-ce que ça veut dire qu'une IA hallucine ? Oui. Ça veut dire que finalement, elle vous dit avec beaucoup d'assurance et beaucoup de confiance en elle et avec surtout un discours qui est très bien construit, bien ficelé et très cohérent. Elle vous dit quelque chose de factuellement faux. Alors, je le mets dans la note, il y a des leaderboards, on appelle ça. Donc en fait, c'est des tests qui sont effectués où on demande à une série de modèles, par exemple, d'effectuer une tâche relativement simple, comme de résumer de façon factuelle un corpus de texte, etc. Et on voit que même les meilleurs IA ont des taux d'hallucination qui ne sont pas du tout anecdotiques à l'heure actuelle. Donc on est encore à plusieurs pourcents pour un outil comme Claude que j'ai utilisé pour travailler ici. Plusieurs pourcents. On est de l'ordre pour Claude Opus, qui est le modèle que j'ai utilisé en version 4.6, que j'ai beaucoup utilisé durant l'élaboration de cette note. On est de l'ordre de 12,2%. Alors, il y a plein de moyens, de techniques pour faire en sorte de réduire ces hallucinations-là. Je ne vais pas rentrer dans le débat maintenant. La notion de base, c'est de se dire qu'il y a une contrainte, finalement, qui est qu'on ne peut pas faire confiance à 100% à ces IA dans l'état actuel des choses. Il y a finalement des discussions que j'ai pu avoir et que j'ai pas pu donc mettre dans la note parce que j'avais pas de source fiable pour documenter ça, mais qui sont assez éclairantes à ce sujet-là. On voit de plus en plus, en tout cas j'ai entendu ça dans des discussions, des architectes dont le boulot quand même à la base, ça peut être de faire des plans quelque part pour une annexe, pour une maison, pour que sais-je, se retrouver à vérifier finalement les plans qu'une IA avait fait pour leurs clients. Parce qu'effectivement, on peut demander à l'IA de faire des plans. On n'est pas encore au stade où les plans de l'IA peuvent directement être envoyés à un entrepreneur et permettre de construire quoi que ce soit. Donc on voit finalement que le travail de l'architecte se déplace de producteur à une forme de supervision de ce qu'une IA a fait. Et alors en fonction du degré de fiabilité, du degré du taux d'hallucination, etc., l'architecte doit avoir beaucoup de travail de supervision ou relativement peu. Toujours est-il que ça existe. Un deuxième exemple, j'ai discuté avec des amis qui travaillent dans l'assurance, où on a mis en place des systèmes relativement automatisés pour les dossiers dits faciles ou simples. Et on s'est rendu compte en tout cas eux se rendent compte au quotidien qu'ils ont de plus en plus de courtiers qui les recontactent pour leur expliquer que dans des dossiers qui sont pourtant très simples, il y a des erreurs. Eux se retrouvent à devoir reprendre le dossier et à devoir finalement corriger des erreurs qui peut-être ne se seraient jamais glissées dans ces dossiers-là s'ils avaient été gérés par un humain. Et ça, c'est très documenté, notamment par les travaux il y a des travaux de McKinsey qui sont assez intéressants là-dessus et qui montrent que il y a des fonctions de human in the loop, donc d'humains dans la boucle qui sont là pour valider les productions de l'IA, pour assumer la responsabilité aussi, parce que la machine ne va pas être responsable du fait que votre maison s'écroule ou qu'il y a un problème avec la gestion de votre sinistre. Donc ces fonctions-là commencent réellement à arriver. Est-ce que ça veut dire que toutes les fonctions vont devenir des fonctions de supervision de la machine ? On n'en sait rien actuellement. Par contre, l'ampleur que ce phénomène-là va prendre va potentiellement faire passer le travail humain d'un travail de producteur de quelque chose à un travail de validateur des sorties produites par l'IA. Et donc, c'est un des premiers mécanismes finalement qui peut conduire à une dilution des gains de productivité, c'est-à-dire on produit pas nécessairement plus, mais on vérifie beaucoup plus le travail qui a été produit. Ce qui m'amène au second mécanisme. Il y a eu l'AI Act au niveau européen, une législation qui introduit tout un tas d'obligations pour les organisations qui déploient des systèmes d'IA. Et je vais dire, il y a eu beaucoup de demandes pour que ce genre de législation apparaisse, parce qu'effectivement, il y a des enjeux de sécurité, des enjeux de transparence. On sait que les IA peuvent avoir des biais, il y a des risques, on vient de le dire, associés à leur manque de fiabilité. Et puis plus on va leur faire prendre des décisions, plus il y a intérêt à les encadrer. Quelque chose qu'on n'a pas encore dit, c'est qu'en l'état actuel des choses, les IA génératives, je ne veux pas dire que ce sont des formes de boîtes noires, mais si vous leur donnez le même input 2, 3, 4 fois d'affilée, vous aurez des outputs relativement différents en sortie. Et donc pour tout un tas d'applications, vous avez quand même besoin d'avoir une certaine forme de traçabilité quand même du processus. Qu'est-ce qu'on a mis en entrée, ce qu'on a mis en sortie, pour pouvoir évaluer s'il y a des biais ou pas dans les traitements notamment. C'est particulièrement critique dans un certain nombre de secteurs, qu'on pense à l'administration de la justice, de la banque ou d'autres encore. Il est tout à fait normal dans ces contextes-là particuliers, mais plus largement dans toutes les organisations qui gèrent par exemple des données personnelles ou ce genre de choses, d'avoir un certain nombre de garde-fous aux usages de l'IA. Et qui dit garde-fou dit
peut-être l'apparition de fonctions quelque part qui incarnent ces garde-fous qui sont mis en œuvre. On pourrait imaginer à moyen terme, typiquement, vu notamment aussi l'ampleur que peuvent prendre les productions de l'IA, qui peut produire énormément de choses dans un temps très rapide, d'avoir besoin de fonctions, par exemple, de personnes qui soient simplement les gestionnaires des interactions entre les humains et la machine. On pourrait imaginer de voir apparaître dans les services supports de plein d'organisations des AI Ethics Officer qui soient chargés de voir la gestion éthique de l'IA, etc. Tout un tas de fonctions qui vont devenir indispensables parce qu'on met en place ces systèmes-là, qui étaient parfaitement inutiles jusqu'à il y a encore 2-3 ans parce que justement on n'avait pas une telle ampleur dans l'utilisation de l'IA. Un peu comme dans le cas de la supervision organisationnelle, il est évident qu'un petit peu de ces fonctions-là sont indispensables pour pouvoir gérer le système correctement. La question, c'est un petit peu jusqu'où on va aller, et il n'est pas impossible que ça soit là une source supplémentaire de dilution des gains de productivité. Oui, donc si je vous suis bien, ce sont quand même principalement des nouvelles fonctions qui feraient leur apparition. Alors, pas tout à fait, Aurélie, et ça nous amène à notre troisième mécanisme finalement, qui est ce qu'on pourrait appeler l'intensification silencieuse du travail. Donc il y a des travaux qui commencent à sortir et qui sont vraiment intéressants. On a dit depuis le début de ce podcast que a priori, on voit déjà assez clairement dans les métiers de bureau que l'IA peut faire plus vite un certain nombre de tâches que nous sommes en train de réaliser. On est amené assez naturellement à se dire, bien, ça va libérer du temps dans la journée de travail. On va travailler, nous, en tant qu'employés de bureau, un petit peu moins. C'est même ça qui fait peur et qui nous fait dire qu'on sera inutile à moyen terme. Et en fait, on se rend compte que les gens qui utilisent massivement les modèles d'IA et les logiciels IA à leur disposition ont tendance à pas travailler nécessairement moins, mais plutôt plus. Donc la journée s'intensifie plutôt. Et en fait, l'explication, entre guillemets, toute simple de cela, c'est que l'IA réduit beaucoup la friction pour démarrer de nouvelles tâches. Donc en fait, démarrer une nouvelle tâche, c'est simplement écrire un prompt supplémentaire. Ce qui permet aussi de faire des choses en parallèle. C'est ça, on lance plusieurs chantiers en même temps et plus rapidement. Et un autre élément, c'est qu'on lance aussi des chantiers pour faire des choses finalement dont on sait qu'elles pourraient éventuellement être utiles à notre travail, mais qu'on ne maîtrise pas totalement finalement, en se disant tiens, l'IA pourrait tout à fait faire cela. Un exemple là, qui est ici de ma propre pratique, j'ai passé pas mal de temps à automatiser ma veille finalement, en me disant là je fais un travail de veille au quotidien, etc. Il y a toute une série de sources que je n'arrive pas à aller chercher. Est-ce que je peux pas automatiser la veille finalement? Et je faisais ça de façon interstitielle quand j'étais en train de travailler, donc avec cette logique de tâches en parallèle. On est vraiment dans une logique là d'expérimentation qui est permise par la réduction de la friction pour commencer une nouvelle tâche dont je parlais juste avant et permise par l'IA. Et là l'enjeu il est entre guillemets relativement simple. C'est est-ce que l'expérimentation reste de l'expérimentation jusqu'au bout, ou est-ce qu'à un moment on arrive à transformer ça en quelque chose de réellement utile? Ça veut dire que j'expérimente 2 semaines et au bout de la 3e, j'ai une veille qui tourne un petit peu toute seule et là je commence à gagner du temps. Et pour pas mal, en tout cas pour les développements qu'on voit pour l'instant en entreprise tels qu'ils sont documentés dans la littérature, il y a toute une série de ces expérimentations-là finalement qui échouent, c'est-à-dire en fait qui ne permettent pas d'automatiser réellement ou de réduire réellement le temps de travail. Et donc là, d'un point de vue, rappelez-vous, des gains de productivité permis par l'IA, on est sur un mécanisme qui dilue les gains, puisque finalement, alors effectivement, il y a une veille qui a tourné peut-être un petit peu plus automatisée, mais est-ce que vraiment ce qui sort de là est X fois supérieur à ce qui sortait du temps où la veille était complètement artisanale? C'est pas sûr, et vous avez passé plus de temps à la faire, donc vous avez finalement diminué les gains de productivité. Donc là, voilà un exemple de mécanisme vraiment inhérent, je vais dire, à l'individu et au comportement individuel qui peut diluer également les gains de productivité permis par l'IA. Et donc là, c'était pour les mécanismes qui vont finalement faire apparaître des entre guillemets, un job à la con ou qui vont diluer la productivité, comme vous le dites. Mais vous avez aussi identifié des mécanismes qui, à l'inverse, jouent plutôt contre cette tendance à ce qu'on pourrait appeler la bullshitisation, finalement, Raphaël. Alors oui, effectivement, Aurélie, donc on est vraiment
C'est un peu tout l'enjeu d'une note comme celle-ci, dans une phase d'incertitude, et il n'y a pas que des mécanismes qui poussent éventuellement à une dilution des gains de productivité et à une bullshitisation du travail, comme vous le dites. Il y a aussi des contre-mécanismes, finalement, des forces de rappel qui font dire que la dilution des gains de productivité n'est pas le seul horizon, loin de là, qu'on a en face de nous. Le premier mécanisme, c'est finalement ce qu'on m'opposait le plus rapidement quand je parlais un petit peu de ma note et de l'exploration, et qui est assez intuitif finalement, c'est le rôle de la compétition économique et de la concurrence. Par principe, quand on est en concurrence avec d'autres organisations sur le plan économique, on cherche à limiter la prolifération entre guillemets de fonctions qui coûtent de l'argent et rapportent rien en termes de production finale. Néanmoins, il y a aussi de l'incertitude par rapport à comment ce mécanisme va jouer. Le cas qui nous intéresse ici, particulièrement à l'IWEP, c'est celui de la Wallonie. On sait qu'en Wallonie, on a une forme de spécialisation dans les secteurs non marchands, dont la caractéristique, c'est de ne pas être justement dans des secteurs complètement concurrentiels, exposés aux mécanismes de concurrence. Donc on pourrait se dire que ce mécanisme-là ne va pas jouer beaucoup pour limiter les mécanismes plutôt de dilution des gains de productivité. Et un deuxième élément qui reste une incertitude, c'est qu'il y a une dimension fortement subjective aux besoins de supervision dont on a parlé tout à l'heure. C'est à quel moment on s'arrête pour se dire, OK, là on supervise suffisamment l'outil d'IA qu'on met en évidence et à quel moment on ne le fait pas. Et donc là, il y a peut-être probablement une forme d'équilibre qui va se trouver et qui ne dépend pas uniquement du jeu de la concurrence, mais qui dépend aussi finalement de la fiabilité perçue des systèmes et d'éventuels événements qui viendront modifier cette perception-là. Il y a aussi le fait que les outils évoluent, continuent à évoluer et vont peut-être gagner aussi en fiabilité. Oui, tout à fait. Donc ça fait partie des futurs possibles et c'est intégré finalement dans les scénarios qui sont construits. Donc je pense qu'on parlera un peu plus tard dans le podcast. Mais effectivement, la fiabilité concrète des systèmes va jouer sur le risque perçu à ce stade-là. Et un deuxième mécanisme qui est plus diffus finalement et que je rangeais plutôt à la base dans les mécanismes qui allaient contribuer à créer des bullshit jobs, c'était le mécanisme de déqualification silencieuse. Donc l'idée de base est assez simple. On développe une expertise dans les métiers qu'on occupe, y compris dans des métiers bullshit au sens de Greber, parce qu'on a une expérience, parce qu'on les fait depuis longtemps, parce qu'on comprend de mieux en mieux les enjeux et ce qu'on fait. Si on les délègue beaucoup à la machine, il y a une forme de déqualification qui est possible. On peut commencer à perdre finalement ces compétences-là. Donc je me disais, mécaniquement, c'est quelque chose qui va faire qu'on ne va pas tirer le meilleur parti de la machine et donc ça va contribuer à diluer les gains de productivité. Et puis, beaucoup de signaux qui sortent des études maintenant de plus en plus sérieuses qui montrent qu'en fait, il y a une raréfaction de plus en plus importante des jobs de juniors. C'est-à-dire les personnes qui sortent maintenant des études, qui pourraient entrer dans des métiers ou des fonctions d'entrée de gamme, même si le mot n'est pas très joli, mais qui en gros devraient seulement commencer à vraiment se former métier, n'ont pas l'occasion de le faire parce que économiquement c'est plus intéressant parfois d'utiliser l'IA ou d'avoir des équipes plus restreintes qui arrivent à faire le même travail. Et donc la question que ça pose, c'est quand même une question du moyen terme. C'est-à-dire qu'on est en train de ne pas former les générations qui seront capables finalement de tirer parti, de superviser, etc., l'IA à moyen terme. Et donc je pense que ce phénomène de déqualification silencieuse-là va diminuer la force de deux des mécanismes que j'ai présentés plus tôt. La supervision, c'est-à-dire il y aura peut-être une raréfaction de la main-d'œuvre capable de superviser à moyen terme. Et ça va aussi éroder quelque part la capacité d'intensifier le travail. Parce que en fait, pour poser la question supplémentaire à l'IA qui te demande de faire une veille comme ci ou comme ça, il faut déjà avoir une compréhension assez approfondie de ce que tu veux, des enjeux, de pourquoi c'est important. Compréhension que tu ne peux développer que si tu commences à développer une certaine forme d'expérience dans ton travail. Et donc voilà, je pense que l'un dans l'autre, c'est vraiment un mécanisme qui peut limiter la prolifération de fonctions qui diluent les gains de productivité. Oui, donc l'identification de tous ces mécanismes et tout votre travail de veille vous a permis de construire finalement 3 scénarios prospectifs. Comment vous les avez construits, en quelques mots ? De manière assez classique. Donc, l'idée était de pouvoir sortir simplement des mécanismes et de pouvoir construire des grandes intuitions, vraiment d'articuler ensemble les différents mécanismes qui ont été identifiés. Donc j'ai traduit les 5 mécanismes dont on vient de parler en variables,
illustrer avec l'une ou le deux, mais finalement le besoin de supervision est devenu fiabilité de l'IA, fiabilité perçue et fiabilité réelle. La concurrence est devenue la pression concurrentielle. La disponibilité de compétences humaines aussi vient traduire le degré de déqualification ou pas. Et donc j'ai construit des scénarios où ces différentes variables justement variées, avaient des valeurs, des modalités différentes, et j'ai articulé entre elles des modalités que je trouvais cohérentes par rapport finalement aux signaux que j'avais pu identifier, ce qui a donné 3 scénarios. Donc j'ai pas tenté de saturer tous les scénarios possibles, quoi. C'est ça, donc 3 scénarios, 3 histoires finalement. Alors on va entrer dans le concret de ces histoires. Dans le premier scénario qu'on pourrait appeler des gains réels, mais pour qui ? Qu'est-ce qui se passe concrètement ? On est dans un scénario où on imagine là vraiment des gains massifs en termes de fiabilité de l'IA. Donc on peut faire confiance beaucoup plus qu'aujourd'hui dans les années qui viennent aux systèmes d'IA qui sortent, et c'est perçu comme tel par les organisations qui les mettent en place. Ce qui, notamment dans le secteur marchand, sous la pression concurrentielle, incite plutôt à diminuer les besoins de supervision et également d'encadrement, en disant le risque est peut-être pas aussi grand que ce qu'on avait pu anticiper au départ. On imagine que, se passant bien dans le secteur marchand, une partie finalement de ces pratiques-là se transfère aussi dans le secteur non marchand. Et en fait, on est dans un cadre assez typique de substitution finalement, où on a besoin de assez peu de travailleurs humains pour tirer parti des potentialités de la machine. Et donc où progressivement, on voit les équipes diminuer et le travail vraiment de l'IA remplacer quelque part le poste de col blanc avec des personnes qui sont poussées tout doucement vers la sortie. Donc c'est un scénario qui est, du point de vue de la productivité, il est vraiment excellent. C'est-à-dire on fait la même chose qu'aujourd'hui, peut-être même mieux ou différemment, avec beaucoup moins de personnes. Selon les théories économiques, je ne suis pas économiste, mais ça peut même être très positif pour ce qu'on appelle la croissance long terme, qui est déterminée notamment par la productivité. Mais en attendant d'avoir les bienfaits de cette croissance à long terme, on va surtout avoir un énorme problème de personnes qui en fait sont sur le carreau, pas d'emploi, qui en fait tous ces métiers de travail cognitif qui sont déclassés ou substitués, qui vont pas facilement retrouver d'autres fonctions. Donc on est vraiment dans un scénario où la déqualification joue à plein, quoi. Alors dans le deuxième scénario, qu'on pourrait appeler là occupé mais à quoi, qu'est-ce qui change ? Là, on est dans un scénario où justement on part du principe que la fiabilité des systèmes IA augmente, mais pas d'une manière qui permette réellement de leur faire confiance finalement d'une manière autonome à grande échelle, je dirais. Et donc on est vraiment structurellement dans une situation où on préfère ne pas prendre de risques. On peut imaginer notamment des événements malheureux dans le secteur bancaire, dans le secteur juridique, où faire confiance à un agent IA aurait créé des difficultés. Et on voit finalement se multiplier les fonctions liées à la supervision, liées à la conformité, qui en fait sont vues comme indispensables pour avoir un système qui ne fait pas d'erreur. Donc, dans ce contexte-là, finalement, on continue de produire très bien. L'IA fait le gros du travail, mais on voit vraiment des couches de fonctions qui n'existaient pas avant, qui s'empilent pour contrôler l'éthique du système, pour contrôler les valeurs qui sont sorties par ces systèmes-là, etc. Et donc, on voit vraiment une absorption massive des gains de productivité par des nouvelles fonctions. Donc on verrait se multiplier des jobs du type chef de la conformité AI, etc. dans beaucoup d'entreprises. Et donc c'est un scénario qui est un peu décevant du point de vue de la promesse de l'IA, quoi. Donc ça va pas changer fondamentalement les choses, on va juste créer d'autres jobs un peu bizarres, on va transformer le travail. Mais c'est aussi le plus rassurant du point de vue, entre guillemets, de la redistribution. C'est-à-dire il n'y a pas à un moment donné une exclusion massive finalement de personnes qui avant percevaient un travail, qui ne le perçoivent plus parce qu'ils sont substitués. En fait, ils le perçoivent pour faire autre chose. Et enfin, le troisième scénario qu'on pourrait lui appeler le travail humain et le travail des machines. Oui, tout à fait. Donc c'est un scénario qui est un peu intermédiaire et hybride par rapport aux deux autres. Donc là, on est également dans un scénario où la fiabilité n'augmente que moyennement. Donc on ne peut pas faire une confiance totale au système d'IA, mais où malgré tout, on n'est pas sur la défiance un peu perçue du scénario 2, où vraiment il y a des gros risques de faire péricliter le système, la concurrence joue à plein, et on se rend compte que finalement l'IA fonctionne
le mieux, ces systèmes-là d'IA générative fonctionnent le mieux quand il y a un humain pour prendre en charge un certain nombre de fonctions qui sont typiquement humaines, qui sont finalement de bien comprendre une demande de client, éventuellement de faire émerger une demande latente qui n'est pas tout à fait bien exprimée, de garantir l'alignement de toutes les productions avec les attentes concrètes, encore une fois, des clients, de construire du consensus autour de ce qui est créé, finalement d'assumer la responsabilité quelque part du gros du travail technique qui serait fait par l'IA. Et donc on pourrait imaginer des infirmières, par exemple, dont le suivi technique finalement des patients serait fait principalement par la machine, mais qui passerait beaucoup plus de temps à faire du lien social, à expliquer, à faire comprendre à la personne avec laquelle il travaille les enjeux. Donc il y a vraiment un déplacement du travail, chacun faisant un petit peu ce qu'il peut faire de mieux. Et donc l'enjeu dans ce scénario-là, c'est finalement comment on répartit, on redistribue d'une certaine manière, comment on fait en sorte, je reprends l'exemple de l'infirmière, a priori c'est des fonctions du secteur non marchand, donc il faudrait qu'il y ait une forme de redistribution des gains qui auraient été réalisés dans le secteur marchand vers ces secteurs-là pour qu'on puisse se dire, tiens, on revalorise ce type de fonction humaine-là. Et donc là, ces mécanismes-là, à l'heure actuelle, ils n'existent pas encore, quoi. Il y a un débat tout entier à construire pour voir comment on redistribue efficacement. Ok, donc là on a les trois scénarios possibles, plausibles ou les futurs possibles. Et finalement, à quoi ça sert de dresser ces scénarios ? En tout cas, ça ne sert pas à anticiper ce qui va vraiment se passer. Ça, c'est une première chose. Mais l'idée, c'est que ça fournit une forme de carte, en fait. Ça permet, en construisant ces scénarios-là, de baliser un petit peu des terrains, des futurs possibles. Et l'intérêt, c'est d'avoir une grille de lecture qui permette d'interpréter les signaux qu'on observe et qu'on va continuer d'observer aujourd'hui. Je vais donner 3 exemples qui, je pense, sont relativement parlants. Si on suit les offres d'emploi qui apparaissent dans les années qui viennent et que l'on voit apparaître une proportion de plus en plus élevée de jobs dont le rôle a l'air d'être de la supervision ou de l'encadrement en lien, par exemple, avec l'application des réglementations liées à l'IA, on peut se dire qu'on crédibilise un petit peu le scénario B. Et alors l'enjeu dans le scénario B, typiquement, c'est justement, et alors à voir comment on peut mettre ça réellement en place, mais de faire en sorte que ces fonctions-là ne soient pas assumées par chaque organisation dans son coin, les fonctions de conformité AI, de gestion d'historique, etc., mais qu'on puisse mutualiser finalement cela, et on sait que ça sera ça finalement une des priorités d'action publique. Deuxième exemple, si on constate dans les statistiques, notamment qu'on peut suivre ici à l'IWEPS, que la productivité dans le secteur marchand augmente dans les années qui viennent et qu'on peut le tracer de façon relativement crédible à justement l'arrivée de nouvelles façons de travailler liées à l'IA, les scénarios A et les scénarios C seront également crédibilisés. On se dirigerait plutôt vers ça. Et on sait dès lors que l'enjeu prioritaire, ça va pas être de se protéger ou de mutualiser comme dans le précédent, ça va être de réfléchir sérieusement aux mécanismes de redistribution qu'on va pouvoir mettre en place. Dernier exemple, si on suit de façon un peu plus qualitative le contenu des postes exposés, je fais encore une fois référence au travail de Frédéric sur les postes exposés au niveau des tâches. Oui. Et si on voit que ces postes-là glissent en fait de façon réelle et observable du fait de produire des choses au fait de les superviser, c'est à la fois soit le scénario A, soit le scénario B qui sont crédibilisés. Et on sait que de là... en conséquence, il y aura vraiment des enjeux sur la déqualification silencieuse dont j'ai parlé beaucoup et il y aura matière à construire des politiques qui luttent contre ce phénomène-là. Donc on a là finalement un outil qui peut aider les décideurs au sens large en Wallonie. Et pour les citoyennes et les citoyens finalement, pourquoi c'est important de s'intéresser aussi à ces questions ? Les citoyens, on est tous quelque part un peu producteurs et un peu consommateurs dans notre quotidien. Et on va voir finalement à la fois ce qu'on va pouvoir consommer comme biens et services et à la fois la manière de les produire évoluer grandement. Comme je pense les mécanismes que j'ai pu mettre en évidence dans la note Le Monde, c'est pas qu'un enjeu de technologie, mais c'est aussi un enjeu de mécanismes sociaux qu'on met en place ou pas pour se prémunir contre un certain nombre de risques. Mais il faut voir que les risques qu'on a en face de nous, ils sont quand même d'une nature assez importante. C'est un risque de déclassement dans certains cas. S'il n'y a pas de déclassement, il y a quand même un risque de nous voir devenir des formes de supplétifs de la machine, là où avant on était producteur. On a l'impression quand même qu'on est au début d'une transformation du travail qui pourrait toucher à quelque chose d'existentiel chez nous. Donc suivre ces thématiques-là est important. Il faut pouvoir se documenter sur ces enjeux-là et
comme je le disais plus tôt, il y a beaucoup d'acteurs qui profitent d'une certaine forme de marketing de la peur pour masquer le fait qu'il y a plein de choses à faire pour aller dans une direction plutôt qu'une autre. Et donc se documenter sur ces enjeux-là, c'est le meilleur moyen d'être actif et de pas subir ce marketing. J'espère que ma note pourra y contribuer, quoi. Et avec le recul, alors Raphaël, peut-être personnellement, qu'est-ce que cet exercice de veille prospective vous a apporté ? Faisant le lien avec cette question de marketing de la peur, ça m'a quand même aidé un peu à le relativiser. Quelque chose que je ne voyais pas aussi clairement avant, pourtant j'avais déjà lu Graeber, mais c'était finalement ce rôle redistributif que les bullshit jobs peuvent avoir dans une certaine mesure, et c'était moins clair pour moi avant ce travail-là. Et ces bullshit jobs, donc ces jobs qui diluent les gains de productivité, chez Graeber, ils pouvaient avoir un impact très concret sur le bien-être psychologique des personnes qui les occupaient. Et en fait, l'enjeu est un petit peu, pour moi, celui-là, aujourd'hui, je le vois beaucoup plus clairement après cette note, c'est que finalement, tout le monde voudrait du sens, de l'impact, et vivre en fait confortablement du fait de produire du sens et de l'impact. Il y avait déjà une tension très forte sur cette question-là précédemment, et l'arrivée de l'IA va encore compliquer grandement cette équation. Merci beaucoup Raphaël pour cet échange très, très éclairant et interpellant à la fois sur cette question qui est vraiment d'actualité. Alors je vous invite à approfondir le sujet en lisant cette nouvelle des possibles qui est disponible sur le site de l'E-Webs gratuitement dans la rubrique publication. Vous en trouverez aussi le lien en description de cet épisode. Merci à toutes et à tous pour votre écoute et à très bientôt pour un nouveau numéro du podcast de l'E-Webs.